ensuite, Marie Laureillard parlera de l'érotisme dans l'art de la Chine républicaine. Moi-même, j'interviendrai sur un artiste contemporain chinois, Yang Fudong, et nous terminerons par la lecture de la dernière communication d'une collègue, Marie Picon, qui ne pouvait pas être ici et dont la communication porte sur l'érotisme macabre dans l'art contemporain japonais, en prenant l'exemple de 3 artistes. Donc brièvement, je présente donc Edith Parlier-Renaud qui dirige le CREOPS, qui est une spécialiste de l'Inde, qui a consacré son enseignement et ses recherches à l'iconographie hindoue et bouddhique, en s'intéressant en particulier à la transposition des mythes dans l'espace du temple. Elle est l'auteure d'un ouvrage de référence pour les étudiants, L'art indien, Inde, Sri Lanka, Népal, Asie du Sud-Est, paru en 2010 au PUPS. Et elle a écrit de très nombreux articles, parmi lesquels Arbre de sagesse et Arbre de paradis dans l'iconographie de l'Inde ancienne. Ça n'a rien à voir. Bon, voilà, paru en 2018. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer par quelques images indiennes qui appartiennent à des écoles qu'on appelle école Pahari, école des montagnes, qui se trouve, vous voyez, tout à fait au nord de l'Inde. Et en effet, dans ces écoles de peinture, s'est développée entre la fin du XVIIIe siècle, surtout, et le début du XIXe, une iconographie très spécifique qui réunit Eros et Thanatos, on peut dire la mort et le désir, dans une seule image. Une image d'ailleurs d'autant plus frappante peut-être qu'elle contraste avec le style délicat de ces écoles qui ont été marquées par le modèle moghol et à travers ce modèle moghol par de lointaines influences venues de l'Occident. Vous savez que les gravures européennes avaient beaucoup impressionné les empereurs moghols. Et bien, à leur tour, les écoles Pahari reprennent ce réalisme inspiré des Moghols. Mais ils introduisent des thèmes évidemment tout à fait caractéristiques de l'hindouisme. Donc on voit sur ces images la déesse Kali, déesse terrible dont le nom signifie la noire, assise sur 2 corps masculins allongés sur un bûcher funéraire, entourée de fantômes. Enfin ici il n'y a pas de fantômes, mais il y a quelques chiens qui viennent se repaître des ossements qui subsistent. Et quoique la miniature soit relativement pudique, les textes auxquels elle se réfère nous apprennent qu'en fait, cette déesse est représentée en union sexuelle avec le personnage masculin qui est juste au-dessous d'elle, dont le teint bleu contraste avec la carnation blanche du corps qui est placé au-dessous, que vous voyez là, ici. Je ne sais pas si... Non, ma flèche, on ne la voit pas. Voilà. Et j'espère que vous le distinguez. Et donc, ce personnage, le personnage avec lequel la déesse est en union, est bien le dieu Shiva, qui est donc considéré comme son époux. Tandis que le corps au teint clair, qui se trouve tout à fait en dessous, ne présente aucune particularité. C'est en fait un corps inanimé, c'est un cadavre. C'est donc une iconographie très, très particulière, mais qui peut se déchiffrer grâce aux indications données par les textes indiens, qui restent toutefois assez elliptiques. Donc je partirai peut-être du commentaire qu'en a fait un pionnier de l'histoire de l'art indien, qui était Heinrich Zimmer, qui fut un des premiers à attirer l'attention sur ce type d'image. Il en a fait un très beau commentaire dans un style assez lyrique. Et je reprends, je me permets de reprendre certains passages. Donc ces 2 personnages allongés, explique-t-il, sont 2 aspects complémentaires de ce qu'il appelle l'absolu, qui est à la fois plénitude et vide, tout et rien, source de toute énergie, mais en même temps inertie extrême, sommeil profond et tranquille. Le Shiva du haut, dit-il, donc le personnage au corps bleu, est dans l'état de la réalisation parce qu'il est en contact physique avec sa propre énergie universelle,
la déesse, principe actif féminin, cause de l'univers. Sous lui, donc sous Shiva, gît son jumeau ou son double, immuable, stérile, appelé sous cette forme Shava, le cadavre. Et en effet, Zimmer reprend un jeu de mots qui est connu dans les textes indiens. C'est un jeu de mots qui porte sur le mot cadavre, vous voyez, qui s'écrit Shava, puisque les signes en sanskrit se notent par des consonnes avec le A bref qui est, pour ainsi dire, contenu dans la consonne. Et donc, si on veut marquer une autre voyelle que le A, il faut l'ajouter. Et ici, vous voyez, le cadavre devient, grâce au I qu'on ajoute ici, Shiva. Donc, le I qui est aussi la marque du féminin en sanskrit, c'est vrai plutôt sous la forme longue, mais enfin, c'est quand même presque tous les noms se terminent en I, les noms féminins. Eh bien, c'est le I qui donne au dieu son identité, au fond, hein, et sa vie. Sans le féminin qui l'éveille au désir, le dieu est pur néant. Alors, on trouve pas mal d'exemples de cette iconographie, des exemples assez variables. Cette image ressemble pas mal à la précédente, mais nous trouvons aussi au début du XVIIIe siècle, dans une école d'un style très très différent, beaucoup plus archaïque et beaucoup plus brutal dans un sens, la même idée. Alors le fait que Shiva s'éveille est marqué ici plutôt par la couleur rouge du vêtement. Alors il y a évidemment aussi une symbolique des couleurs. Ici, le noir est lié à l'atmosphère funèbre et à la déesse Kali. Zimmer va privilégier dans son interprétation une vision cosmogonique de cette image, dont je vais vous lire quelques phrases. En lisant l'image de bas en haut, l'absolu passe du pôle d'inertie, d'inactivité complète, de vide, au pôle d'infinie activité, de différenciation dynamique, que représente la déesse avec ses 4 bras, munis chacun d'un attribut. Lus de haut en bas, les 3 figures expriment en revanche... Lus de haut en bas, les 3 figures expriment le progrès de l'initié yogi qui part des expériences des sens, donc de la déesse, pour retourner à la complète absorption dans le vide total. Nous trouvons aussi, alors parfois l'union sexuelle est un peu plus directement représentée. Il y a quand même une sorte de, je dirais, de pudeur qui est probablement due à la relation entretenue par ces cours Pahari avec les cours musulmanes, et aussi du fait de la présence qui commence à être beaucoup plus forte en Inde des Anglais. Mais enfin, bon, vous verrez que ces images sont souvent assez audacieuses tout de même. Et donc, elles mettent bien, effectivement, selon le commentaire de Zimmer, l'accent sur une opposition qui parcourt tout l'hindouisme, entre principes masculins passifs et inactifs, c'est l'idée en tout cas des hindous, et principes féminins actifs et immanents. Ça, c'est vrai. Mais le courant tantrique de l'hindouisme qui se développe à partir du Xe siècle choisit de mettre au premier plan l'aspect actif de la divinité, c'est-à-dire le féminin. Seulement, Zimmer ne se demande pas pourquoi les peintures ont pris le parti de montrer la déesse sous un aspect aussi rebutant, alors qu'elle est censée éveiller le désir chez son divin partenaire et jouir avec lui d'un plaisir sans mélange qui est comparé dans les textes indiens à la béatitude suprême de l'âme délivrée. C'est que le tantrisme propose aussi un renversement des valeurs qui sont propres à l'hindouisme orthodoxe, une transgression ritualisée des interdits et des règles liées au pur et à l'impur. Il s'agit de soigner en quelque sorte le mal par le mal, de vaincre les passions, soit à travers le rituel, soit à travers la visualisation de divinités qui représentent ces passions à certains égards, tout en les transcendant. Et donc la déesse Kali, qui jusque-là on peut dire incarnait essentiellement l'effroi, la peur, la destruction, devient
la personnification du désir. On remarquera d'ailleurs qu'il y a un contraste entre le visage, qui est assez peu avenant, et le corps, qui est tout de même rond et bien en chair, contrairement aux représentations plus anciennes. Alors cette image donc représente la transgression d'un certain nombre de normes. D'abord l'union du couple, qui habituellement est considérée comme heureuse, de bon augure, va se dérouler dans un lieu effrayant et impur, un terrain de crémation. Et puis l'union sexuelle est inversée selon les textes indiens eux-mêmes, c'est-à-dire que la déesse domine son partenaire masculin. Et enfin, bien sûr, Kali transgresse aussi tous les canons de la norme esthétique féminine en Inde. En fait, cette iconographie reprend un certain nombre de codes qui sont présents dès les débuts de l'art indien, en les combinant d'une manière qui leur donne un sens nouveau. Cette déesse Kali, on peut dire qu'elle existait déjà depuis très longtemps, hein, depuis plusieurs siècles. Son apparition remonte au 5e siècle environ, mais elle a un rôle très spécialisé à cette époque-là, c'est-à-dire que au fond, c'est juste la déesse de la destruction, et sous ses pieds, effectivement, on peut voir souvent un petit personnage qui est ou inanimé ou conscient, mais qui est un personnage humain, alors que les autres n'ont pas, ont des montures, les autres déesses. Donc, elle intervient, elle apparaît simplement à la fin d'un groupe qui comprend 7 divinités, elle est la 7e. Et puis, elle va acquérir un peu d'autonomie à mesure que le tantrisme se développe en Inde. Et c'est essentiellement au Xe siècle qu'elle va être détachée des autres déesses. Elle va devenir une divinité à part entière, la forme féminine qui est représentée dans les temples à Shiva. Et on va en voir ces images très frappantes où vous voyez, elle est assise sur un cadavre. Alors le développement donc de l'iconographie de ces formes terribles est parallèle aussi au développement des représentations érotiques. Mais en fait, les formes terribles et les formes érotiques ne se mélangent pas. Jamais les deux ne sont confondus, le funèbre et l'érotique. L'érotique sont quand même 2 catégories complètement distinctes. Alors, dans un autre type de temple et avec un autre type de figure, on peut dire que Eros et Thanatos commencent déjà à se rejoindre un peu plus. Il s'agit de ces déesses qu'on appelle des yoginis. Elles sont censées pratiquer le yoga, maîtriser le yoga. Elles sont des sortes d'équivalents féminins des grands sages. Et certaines d'entre elles, on les représente avec sur leur socle, pour véhicule, on peut dire, un personnage masculin allongé qui est à peu près comparable à celui qu'on peut trouver sous la déesse Kali. Oui, et donc on peut dire qu'au XVIIIe siècle, dans ces écoles de peinture, on trouve ces images de type tantrique aussi bien dans l'iconographie du Rajasthan, dans les peintures du Rajasthan, que dans celles de ces régions des montagnes, des collines du Punjab. Il y a eu vraiment un développement très spécifique du tantrisme qui a fait complètement coïncider aspect terrible, aspect funèbre et aspect érotique de la mythologie et des grandes figures divines hindoues. Bon, j'aurais voulu parler un peu des Mahavidyas, mais il me reste 2 minutes. Alors, donc, je voulais également évoquer un groupe de divinités qui ne sont représentées qu'à partir
du XVIIIe siècle, semble-t-il. Elles sont surtout connues par des affiches modernes, dont vous avez un exemple sous les yeux, mais j'en ai trouvé un bel exemple. Enfin, il y a une étoffe brodée qui est conservée au musée de Los Angeles où on voit toute la série, ce qui est assez rare parce que en fait, on connaît des miniatures Pahari représentant les Mahavidyas, c'est ce groupe de divinités, mais elles sont dispersées, donc difficiles un peu à identifier. Et évidemment, cette étoffe brodée permet de préciser leur iconographie qui est assez différente. Et donc, parmi ces divinités qui commencent, semble-t-il, à être représentées au XVIIIe siècle et à être aussi vénérées à cette époque-là, c'est un culte très minoritaire. Il y a d'abord Kali, en somme la déesse qui se trouvait habituellement dans l'hindouisme orthodoxe à la fin de la série, vient maintenant en première place. Et vous voyez ici le rapport donc entre ces deux, la broderie et la peinture. Mais je ne peux pas trop développer là. Si je peux dépasser. Bon. Donc la voilà, vous voyez, debout sur un cadavre, évoqué sur un fond bleu-vert, dans toutes les nuances de vert et de bleu qui sont en fait des couleurs apparentées symboliquement au noir. Là, c'est un cadavre, il ne présente aucun caractère shivaïte. En revanche, vous voyez là, c'est vraiment un Shiva en plus avec le sexe dressé, ce qui est quand même une des particularités de son iconographie, même dans la sculpture depuis très longtemps. Donc, on a un petit nombre de ces 10 divinités qui, visiblement, sont des sortes de variantes de Kali et qui intègrent parfois des aspects un peu différents quand même de ceux de Kali. Par exemple, là, nous avons Tara, qui est une déesse bouddhique reconnaissable par la peau de tigre qu'elle a sur les reins, et puis elle tient aussi un lotus bleu qui est l'attribut de la Tara bouddhique. Mais l'hindouisme en fait une divinité effrayante, terrible, alors que dans l'iconographie bouddhique de l'Inde, elle est plutôt bienveillante et douce. Je passe sur celle-ci. Vous voyez, on va reprendre aussi sous le nom de Bhairavi cette image de l'union avec Shiva, d'une déesse qui est plus ou moins effrayante, mais qui l'est quand même un tout petit peu moins que Kali, puisque d'abord elle est vêtue, ce qui est déjà bon signe, si je peux dire, et puis elle porte un vase rempli d'élixir d'immortalité. Et enfin, la plus terrible, c'est la plus spécifique aussi, c'est cette déesse qui se décapite debout sur un couple représenté en train de faire l'amour, on peut le dire, avec toujours cette position inversée de l'homme et de la femme. Le couple, c'est celui du dieu de l'amour et de sa parèdre, de son épouse, la déesse plaisir, Rati. Et donc, vous voyez cette divinité qu'on appelle la décapitée, Chinnamasta, qui est debout sur ce couple. C'est elle-même couper la tête et de son cou jaillissent 3 jets de sang qui vont être avalés par sa propre tête et puis par celle de ses 2 compagnes. Comment interpréter ce type d'image ? Bien sûr, on a proposé beaucoup de commentaires variables. Bien sûr, il s'agit probablement d'abord d'une image du sacrifice. C'est une représentation sacrificielle, le sacrifice qui maintient le cycle de la vie. Mais dans les nuances, on peut quand même se poser la question. Il y a certains interprètes qui pensent que ce qui est représenté ici, c'est la victoire de cette déesse Chinnamasta sur les passions, donc sur le désir et le plaisir, tandis qu'on pourrait aussi y voir tout simplement une reprise sous un mode différent du même thème, parce que après tout, déjà dans les Upanishads, à la fin de la période védique, bien avant, quelques siècles avant notre ère, on trouve un passage disant que
l'ego dans le plaisir de l'union entre un homme et une femme s'abolit complètement, disparaît. Or, la tête, c'est le siège aussi du principe de l'ego dans la conception hindoue. Donc, finalement, est-ce qu'il y a vraiment contradiction entre la déesse elle-même et puis cette scène plutôt plaisante, disons, hein, au-dessus de laquelle elle est représentée de façon si effrayante à première vue. Voilà, je vais m'arrêter pour laisser place un peu à l'Extrême-Orient. On a prévu une session de questions pour tous les intervenants après chaque présentation, mais le temps que Marie s'installe, si vous voulez peut-être poser une question à Madame Parly-Renaud, je pense que c'est possible. Je vais présenter donc Marie Laurillard, qui est maître de conférence HDR en langue et civilisation chinoise à l'Université Lumière Lyon 2 et membre de l'Institut d'Asie orientale de Lyon et également membre du CREOPS, chercheur associé au CREOPS et qui participe activement aux activités de l'association Asie-Sorbonne dont elle est trésorière d'ailleurs. Et elle mène des recherches sur l'histoire culturelle de la Chine, notamment art moderne et contemporain, littérature, esthétique, sémiotique du texte et de l'image. Elle est l'auteur de 2 monographies, l'une sur Fen Zekai, un caricaturiste lyrique, en 2017, et Illustrer Shanghai en 1930, paru en 2019. Elle a co-dirigé de nombreuses publications, dont Fantômes dans l'Extrême-Orient d'hier et d'aujourd'hui, paru aux presses de l'INALCO en 2017. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Donc, j'espère que vous allez bien voir, parce que le fond des images est noir. J'aurais peut-être dû prévoir un fond blanc. Nous allons aborder l'érotisme dans l'art de la Chine républicaine, donc de 1912 à 1949. Donc, en 2 mots, je vous rappelle que donc entre l'âge des seigneurs de la guerre et la guerre sino-japonaise, la décennie de Nankin apparaît un peu comme une trêve dans l'histoire troublée de la Chine du XXe siècle. Donc durant ces années, on remarque que les artistes vont trouver un espace de liberté propice à la création. Donc je parlerai particulièrement des revues Shanghai Sketch et Modern Sketch, qui sont donc des revues des années 30. Mais ces revues, vous allez le voir, sont illustrées avec des images qui reflètent une influence de l'art chinois ancien, mais aussi de l'art européen et américain. Donc vous allez voir une influence, une espèce de fusion de toutes ces influences. Alors la presse illustrée donc se développe très rapidement à cette époque. Donc je vais juste vous évoquer plus particulièrement ces revues, Shanghai Sketch et Modern Sketch. Et vous allez voir que l'érotisme y occupe une place inédite, en général, dans l'art chinois. Alors, je vous rappellerai d'abord en 2 mots que l'art érotique chinois s'est développé énormément à partir du XVIIe siècle, essentiellement, à partir de la fin des Ming et des Qing. Donc, c'est une sorte de peinture qui circule sous le manteau, évidemment, qui n'est pas pour le grand public, dans des milieux très fermés. Alors, cet art érotique qu'on appelle Chungonghua, vous savez, qu'en japonais, on appelle ça Shunga, donc en fait, c'est la même chose, ça s'écrit presque pareil, donc c'est la peinture du palais du printemps. Et le principe, en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment l'art érotique chinois pourrait-il être lié à la mort, puisque c'est donc la question que nous nous posons dans cet atelier, cette table ronde. Et alors que en Chine,
on considère la pratique sexuelle comme devant nourrir la vie. Donc, c'est quelque chose qui sert essentiellement à prolonger la vie, améliorer la santé, à renforcer le bien-être. Donc, c'est l'idée de base que par un équilibre du yin et du yang grâce au contrôle du souffle, on arrive finalement à prolonger sa vie par des pratiques sexuelles. C'est taoïste, évidemment, ce principe. Donc, d'ailleurs, Fan Gulik, dans la vie sexuelle dans la Chine ancienne, a rappelé que dans les traités de sexologie chinois anciens, le plaisir sexuel est assimilé à la joie suprême, au sommet des émotions humaines. Alors, donc, il y a aussi à la même époque, c'est-à-dire fin des Ming et début Qing, le fameux roman, le Jin Ping Mei, que l'on traduit par Fleur en fiole d'or, qui est un roman donc, qui date de la même époque. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une culture érotique qui apparaît en Chine. Et dans ce roman, c'est l'excès d'amour et de sexe, en fait, qui conduira le héros à la mort, puisqu'il abuse, en fait, puisqu'il abuse donc de ce plaisir, puisqu'il succombera d'une surdose d'aphrodisiaque que lui administrera sa maîtresse. Donc le symbole est très fort. On voit que, certes, voilà, ces pratiques peuvent conduire à prolonger la vie, mais qu'il ne faut pas non plus en abuser. Donc c'est un symbolisme très fort. Et on voit que les revues dont je vous parle, par exemple Modern Sketch, dans chaque numéro de la revue, il y a des illustrations. Il y a en fait un résumé de chaque chapitre du roman Jin Ping Mei et des illustrations. Alors, ce qui nous montre, en fait, ce que plusieurs spécialistes ont montré, ils nous ont montré que l'érotisme en Chine, qui apparaît dans l'art, dans la culture, dans les années 20-30, hérite en fait de la culture érotique des Ming et des Qing. Donc, c'est logique, en fait, de montrer des illustrations de ce roman, qui date d'ailleurs là, dans ce cas précis, des années 20-30. Comme on voit aussi sur cette image, c'est une autre illustration de l'artiste Sao Ramei qui réillustre dans les années 30 ce roman de la fin des Ming. Donc voilà, on hérite donc en quelque sorte à l'époque républicaine de cette esthétique des Ming et des Qing. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi dans ces revues que nous étudions ici, c'est que certes, il n'y a pas de scènes qui décrivent vraiment les ébats sexuels, mais il y a des images suggestives comme celle-ci, donc qui nous montre un Eros, qui était un symbole déjà connu des Chinois à cette époque, qui referme les rideaux d'un lit à baldaquin. Voilà, donc on devine, puisqu'on voit les vêtements d'un homme et d'une femme, que voilà. Donc ce genre de scène est très représenté sur les illustrations de couverture de la revue Shanghai Sketch. Donc je passerai sur celle-ci. Alors on se rend compte que l'amour n'est pas sans danger. C'est une allusion qu'on retrouve assez souvent, comme ici sur cette scène de fugue amoureuse au clair de lune, pardon. On voit le hibou qui nous fixe d'un œil sévère, et on sait qu'en Chine, c'est un oiseau de mauvais augure. Voilà. Donc, c'est la grande époque de développement des caricatures érotiques, ce qu'on appelle les caricatures érotiques, ce Qingmanhua. Et donc, il faut savoir que le nu en Chine est un genre artistique qu'on n'accepte pas du tout, sauf quand, comme je vous ai dit, sous le manteau, mais de manière vraiment très très cachée. Mais le nu en général, c'est quelque chose qu'on ne voit pas jusqu'au milieu des années 10, où il commence, sous influence étrangère évidemment, à pénétrer peu à peu dans l'art chinois. Et d'ailleurs là, on se moque sur cette image de ce qu'on appelle le mouvement pour la nudité, l'Uoti, une
une donc qui date de cette époque, années 20-30. Là, on voit que dans cette caricature, en fait, on se moque un peu de ce courant qui consiste à s'afficher nu, à propager le nu aussi bien dans l'art que... Voilà, donc on voit des étrangères, d'ailleurs ici, qui se présentent dans leur plus simple appareil, sans scrupule. Donc, c'est une pénétration petit à petit du nu qui, maintenant, le corps s'expose partout, comme vous allez le voir dans ces revues. Alors, une idée qui ressort aussi des revues, c'est que elles mettent en scène ce qu'on appelle à cette époque la modern girl, c'est-à-dire une femme qui s'émancipe, qui fume, se coupe les cheveux et qui remet en cause la hiérarchie homme-femme. Donc le rôle dominant de l'homme est remis en cause, et on le voit bien ici sur cette illustration que donc une femme qui tient un homme miniaturisé au creux de sa paume, et on voit qu'il est fasciné par elle. C'est d'ailleurs le titre de cette autre image qui s'appelle Fascination. Donc c'est la même idée, c'est-à-dire le trope qui se répand beaucoup. Alors vous voyez, c'est une femme à la Louise Brooks en fait, hein, qui s'inspire vraiment du cinéma américain, le porte-cigarette qui était à la mode à l'époque, etc. Et un petit homme qui l'implore, qui est vraiment à ses pieds. Donc c'est le trope de la femme croqueuse d'hommes et manipulatrice qui se répand très rapidement à l'époque. Ici, on voit également que la femme, la tentatrice, essaie de soudoyer un Bouddha, essaie de séduire un Bouddha, mais qu'il reste absolument impassible et incorruptible. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, enfin, une des deux revues, mais l'autre aussi, en fait, la première, Shanghai Sketch, est financée par Shao Xunmei, qui est un poète qui lui-même s'inspire beaucoup de Swinburne, de Baudelaire, et qui admire beaucoup en fait le mode de vie du héros de Huysmans, À rebours. Vous connaissez peut-être ce roman. Et donc, Shao Xunmei, le poète, imite le mode de vie décadent du héros de ce roman, donc fin de siècle, ce roman français que peut-être vous avez lu. Donc, ce qu'on peut remarquer à cette époque, à travers Shao Xunmei et dans les images que je vais vous montrer ensuite, c'est qu'il y a une influence du décadentisme fin de siècle européen sur les Chinois. Donc, certes, en Europe, ce mouvement s'est produit à la fin du 19e siècle. Là, on est dans les années 20-30. Donc, c'est 20 ou 30 années après. On pense qu'elle est apparue, donc ce courant est apparu en Europe. Alors là, je vous rappelle les principales idées de ce mouvement. Il est apparu à une époque de changements sociaux profonds. Et on pense que le fait que la Chine évolue également à cette époque très rapidement explique le fait que les Chinois se soient intéressés, certains Chinois en tout cas, se soient intéressés à ce courant, comme on le voit ici, dans cette esthétique. Alors, vous allez voir bien sûr la fascination pour la mort, hein, qui est une idée clé, et l'érotisme, évidemment, la femme fatale aussi, qui est une idée clé, et puis les ornements, la prolifération des ornements, la quête du nouveau, la ville, qui est considérée comme un lieu de dépravation, etc. Donc ce sont des idées en fait que les Chinois empruntent à cette époque. Je ne dirais pas que c'est une copie du décadentisme européen. Ils se l'approprient et leur donnent évidemment un autre sens dans le cadre chinois qui correspond à leur compréhension, leur interprétation. Donc c'est une réappropriation, en fait, c'est une appropriation ou une resémantisation d'un courant européen. Donc on peut le voir sur le plan de l'art ici, sur le plan de ces images. Alors ces revues, en fait, elles frappent énormément parce qu'elles s'inspirent vraiment des avant-gardes européennes
Donc, comme on peut le voir ici, alors ici, c'est l'image de la décadence par excellence. Alors, les jambes croisées de cette femme, par exemple, c'est un signe de décadence qu'on voyait déjà dans les illustrations de presse de la fin du 19e siècle, où on voyait des femmes avec des vêtements, enfin le corps très couvert encore, mais on les voyait croiser les jambes. Et c'était déjà un symbole d'un érotisme pour les Chinois, voilà, très fort, très, très marqué. Donc là, on retrouve ce symbole ici. Oui, ça veut dire qu'il m'en reste 7, c'est ça? D'accord, ok. Donc, voilà. Alors, on peut voir que finalement, les artistes qui participent à la revue trouvent des échos à leurs préoccupations dans ce mouvement européen. Donc, on voit ici donc, ce goût des ornements, hein, d'un laisser-aller aussi dans le mode de vie, la dépravation, et on voit l'ombre de la mort, hein, qui se trouve derrière cette femme. Donc une influence bien sûr très nette aussi des vanités européennes. Enfin, donc là c'est un mélange vraiment qu'il faudrait analyser plus à fond, mais là je dois aller un petit peu vite. Donc j'en viens à vous montrer donc des scènes de séduction de femmes donc, qui apparaît bien évidemment comme maléfique, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'on sent que l'homme est vraiment à sa merci. Et puis là, je vous montre une scène qui s'inspire d'une peinture en fait d'un artiste allemand de la sécession de Munich, donc fin de siècle vraiment. On sait que cette image de Ye Tianyu donc s'inspire de cette peinture de Franz von Stuck, le péché, avec le serpent, hein, qui entoure voilà, qui symbolise la perversion. On sait que le serpent dans la tradition chinoise est considéré également comme perfide et malfaisant. Donc il y a vraiment une très nette correspondance là entre les deux traditions à travers cette image. Voilà, donc montrer ces exemples, et on trouve énormément d'images de ce genre, de la femme qui séduit à l'image d'un serpent. Voilà. Alors on en arrive maintenant plutôt à une vision de mort, des visions très macabre comme celle-ci, puisque vous avez ici l'image d'une élégante dont on voit que son visage était un masque, en somme, qu'il est tombé, et qui révèle un squelette. On voit que, en fait, c'est une vision qui rappelle au public chinois de cette époque, je pense, les légendes chinoises bien connues de fantômes, hein, qui séduisent les jeunes hommes sous des apparences séduisantes, mais qui en fait sont des fantômes. Donc là, c'est quelque chose qui renvoie, pour le public chinois de cette époque, il y a vraiment des correspondances avec quelque chose qu'il connaît très bien. Voilà, donc là on a une scène plutôt qui représenterait Salomé. Alors là, on est vraiment de nouveau dans une inspiration très européenne. Le personnage de Salomé, vous le savez, joue un très grand rôle dans l'imaginaire fin de siècle européen, et les Chinois s'en inspirent et adoptent donc cette image de femme fatale, cette ensorceleuse, hein, qui, voilà, l'ivresse des sens, le rêve de beauté, enfin on retrouve cette association, et évidemment une influence de Beardsley, l'artiste anglais fin de siècle, qui est à cette époque également très apprécié en Chine, très imité aussi. Alors cette image s'inspirerait un peu, disons, du style de Beardsley par les contrastes entre zones foncées et claires. Là, on voit une ombre noire qui enlève une femme. Donc, c'est la même image fin de siècle. Alors,
il y a vraiment des images violentes presque, comme celle-ci, qui moi personnellement me fait penser à William Blake, qui représente la déchéance d'une femme. Alors la question que je me pose quand je regarde ces images, c'est si c'est la femme dépravée en quelque sorte qui apporte la mort, ou est-ce que c'est elle qu'on condamne à mort au fond, parce qu'on voit aussi ce genre de scène. Comme ici, là, c'est le filet, une femme donc, qui est prise dans les rets, dans le filet de la mort. Et là, ce sont carrément des scènes qui représentent des bûchers, alors là, qui s'inspirent sans doute des enfers du bouddhisme, où les coupables étaient condamnés à brûler dans un chaudron. Et là, vous remarquez en fait que ce sont des femmes qu'on jette dans le chaudron. Et également, cette scène ici d'une femme qui est dominée par des démons verts aux yeux rouges, prêts à l'engloutir. Donc là aussi, il y a une influence évidente des scènes des enfers bouddhiques, qui représentent beaucoup de flammes, de gens qui périssent au milieu des flammes, comme on a un peu vu dans l'exposé précédent. Voilà, donc en 2 mots, je voulais juste vous dire qu'on sent bien que la modern girl qu'on expose ici, qui dénote une évolution des normes sociales et une émancipation des femmes, en fait, à la fois, elle s'accompagne, cette iconographie, elle exprime un goût pour le plaisir, la distraction et l'hédonisme aussi, mais on voit aussi qu'il y a les dangers, qu'elle évoque les dangers de cet hédonisme sous les traits de femmes justement sans scrupules, de femmes fatales sans scrupules. Cette iconographie, encore une phrase, peut apparaître comme un prolongement donc, de cette esthétique de l'érotisme qui est né à la fin des Ming. Donc je pense que voilà, c'est un prolongement qui hérite à la fois dans la continuité donc, de cette esthétique, mais qui incorpore aussi ces influences européennes dont je vous ai parlé fin de siècle. Voilà, je m'arrêterai là. Donc nous allons écouter maintenant Christine Vialkaiser qui va nous parler des New Women de Yang Fudong. Et Christine Vialkaiser est conservatrice du patrimoine et enseignant-chercheur HDR. Elle préside l'association Asie-Sorbonne depuis 2019. Elle est chercheure associée au CREOPS. Ses axes de recherche concernent l'art contemporain global, l'art contemporain mondialisé, le comparatisme Asie-Occident, plus particulièrement le rôle des perceptions sensibles dans la formation des représentations. Elle a écrit un livre intitulé « Le spirituel dans l'art d'Anish Kapoor et sa réception en Occident », paru en 2013. Et co-dirigé un ouvrage qui vient de paraître l'installation comme image de soi dans le temps et l'espace. Christine, je lui donne la parole. Bien. Mon intervention, vous allez le voir, va faire écho à quelque peu à celle de Marie Laureillard. Je vais vous parler d'un artiste chinois né en 1971, de renommée internationale, qui travaille avec la photographie, la vidéo et le cinéma. Des images qui conjuguent une grande qualité technique. Je vais tout de suite passer à l'image suivante. Par la maîtrise de la lumière et du grain, mêlée à des récits assez elliptiques et un sentiment de perte de sens, d'artificialité. Ces productions artistiques mettent en scène de jeunes urbains sophistiqués, solitaires, souvent androgynes, et des images de femmes sophistiquées, séductrices, mais froides et inatteignables. L'œuvre de Yang Fudong a été comprise comme une attaque contre le consumérisme qui a subverti la Chine dans les années 90 et son matérialisme et la recherche d'un modèle alternatif
fondée sur une harmonie intérieure, une sorte de retrait du monde qui serait inspirée par la tradition chinoise. Cette interprétation est nourrie par le discours de l'artiste. Ma contribution propose que cette recherche d'harmonie est genrée et concerne plus particulièrement la recherche d'une masculinité harmonieuse inspirée par le confucianisme qui renaît dans les années 2000 et une ambivalence de Yang Fudong vis-à-vis du féminin qui lui-même une ambivalence qui peut s'expliquer par la naissance d'un mouvement féministe à cette même époque. En effet, pour le confucianisme, comme l'a suggéré Marie, l'harmonie sociale est obtenue en respectant l'ordre cosmique, c'est-à-dire l'équilibre entre le principe masculin actif yang et le féminin passif yin. Et au plan social, cela implique le contrôle du féminin par le masculin, le rejet du pouvoir excessif du féminin qui met en danger l'énergie masculine en épuisant notamment le sperme. Aussi, la femme puissante, invitant à la luxure, est représentée comme un être maléfique, comme on vient de le voir. Mais il y a une ambiguïté dans cette approche du féminin et du masculin, puisqu'au plan spirituel, et c'est un point qui peut-être nous rapproche de l'hindouisme, l'équilibre est nécessaire entre le yin et le yang. Et donc, bien avant les propositions de Carl Jung sur l'existence d'un aspect féminin, l'anima dans l'âme masculine, le confucianisme reconnaît une dualité du féminin et du masculin dans l'ordre cosmique et microcosmique de l'homme. Et mon analyse vise à mettre en évidence ce double aspect dans l'œuvre de Yang Fudong. Donc, je vais d'abord parler de la peur du féminin qui s'exprime dans un certain nombre d'œuvres. La première œuvre est une vidéo qui a été présentée dans une exposition qui s'appelait Post-Sense and Sensitivity, organisée par un curateur connu pour ceux qui travaillent sur la Chine, qui s'appelle Zhu Zhejie. Cette vidéo s'intitulait, comme on le voit, After all, I did not force you. Elle montre une série de rencontres fugitives entre une femme et différents hommes dont les visages se confondent, tandis que la phrase After all, I did not force you apparaît de manière récurrente. Cette femme erre aussi avec différents partenaires dans la rue, accompagnée d'une musique romantique. Elle est à la mode, elle a des vêtements modernes et elle semble inaccessible à ses partenaires. Quel est le sens de cette vidéo? Si l'on prend le contexte de l'exposition, on peut y voir une remise en cause effectivement du monde moderne avec perte des valeurs, puisque le curateur Zhu Zhejie dit que s'il a voulu faire cette exposition, c'est pour lutter contre une période où l'on regarde ses parents âgés et on doute de la pureté de sa ligne. C'est la période de la brebis clonée et du Viagra, c'est la période de l'amour sur Internet. Donc, première interprétation, cette vidéo évoque l'amour sur Internet et la perte de sens et de relations véritables entre les êtres humains. Mais à mon sens, il y a aussi une crainte de la remise en cause du rôle traditionnel et du pouvoir relatif du masculin et du féminin. Une autre vidéo tend à le suggérer, ou plutôt deux œuvres qui ont été présentées à Shanghai dans une même exposition dans les années 2000. La première s'appelle Tonight Moon. C'est une installation vidéo de multiples écrans dans lesquels on voit des hommes, soit nus, soit habillés en costume de bureau, méditer, envoyer des ricochets dans l'eau ou se baigner dans un jardin traditionnel sur une musique très évanescente. Et les critiques ont donc suggéré que cette vidéo rappelle les peintures de lettrés dans lesquelles les artistes et les intellectuels fuyaient le monde réel pour rechercher une liberté spirituelle. Et selon ces critiques, Yang Fudong adopte la même démarche pour se tenir à l'écart
des tumultes de la Chine contemporaine. Mais dans la même exposition se trouvait cet ensemble de photographies. J'ai l'impression que le titre a été mis de côté. Ce sont des photographies qui s'appellent Shenjia Alley Fairies, qui montrent une série de scènes organisées par l'artiste, montrant des femmes demi-nues, allongées, alanguies, sur des lits ou des tatamis au milieu de leurs activités domestiques. On voit du linge qui sèche, on voit une bouteille de bière et des cartes à jouer. Et on pense, avec le titre aussi qui évoque peut-être des belles de jour, à une allée derrière une grande rue passante où attendraient des prostituées. Donc, que veulent dire ces images? Pour certains critiques, elles témoignent aussi d'une mise en scène évocatrice de la peinture traditionnelle, avec une atmosphère de sensualité passive. Je proposerais plutôt que l'esthétique de ces images produit comme une anesthésie du désir et de ce fait rapproche cette série de la précédente, parce qu'il y a une association implicite entre répression du désir et accès à la spiritualité. Une nouvelle série d'œuvres vient conforter, selon moi, cette proposition. Et il s'agit d'une série qui s'appelle New Women, dont le titre fait directement écho au phénomène de la femme moderne des années 30 dont il vient d'être question. On le voit à l'esthétique de l'une de ces images, très calée sur l'esthétique de la femme fatale des années 30, incarnée par Marlène. Pourquoi c'est marqué Marilyn Monroe? Erreur, Marlène Dietrich. Donc, et également, en fait, une référence par le titre à un film des années 30 qui s'appelle New Women et d'un auteur, réalisateur Tsai Chiu-Cheng. Ce film des années 30 raconte l'histoire d'une femme aspirant à être écrivain et qui finit par se prostituer pour subvenir aux besoins d'elle-même et de sa fille, après avoir été compromise par un homme puissant. Et ce film est donc à visée moralisatrice pour suggérer que la femme qui veut être indépendante est prise dans les conflits entre ses responsabilités familiales vis-à-vis de sa famille et son désir d'émancipation, et est destinée à être perdue sexuellement et moralement parce qu'elle attire le péché, elle attire des hommes qui vont ruiner sa réputation. Et dans le scénario de ce film, le personnage central se suicide du fait de ce déshonneur, et ce film est basé sur une histoire vraie. Et de manière doublement tragique, la vedette que l'on voit ici du film de Tsai Chiu-Cheng s'est elle-même suicidée le 8 mars 1935 lors de la Journée internationale de la femme, parce qu'elle vivait les mêmes tensions. Donc, à la lecture de en rapprochant l'iconographie et le titre de l'œuvre de Yang Fudong, on peut penser que cette image qui met en scène un érotisme mêlé de tradition Qing et d'iconographie occidentale pointe vers l'impossibilité d'un épanouissement dans un amour, dans un érotisme libre et dans un pouvoir féminin en pleine possession de sa vie.
ce qui en fait un signe peut-être d'une proposition, d'une réaction conservatrice de la part de l'artiste vis-à-vis du mouvement féminin qui se développe de manière beaucoup plus prégnante à l'époque même de ce travail. Pour souligner un instant dans cette image les aspects qui viennent de la tradition Qing, du modèle de beauté, je dirais que ce modèle implique un corps maigre. La belle femme a un corps maigre qui implique une certaine fragilité physique, des sourcils fins, des lèvres rouges pleines, des paupières semi-fermées qui suggèrent qu'elle est dans un ravissement érotique, des pupilles brillantes suggérant sa vitalité et une démarcation claire entre le noir et le blanc. Par ailleurs, le mobilier sur lequel elle s'appuie, la cheminée de marbre de type victorien que l'on devine dans le fond, et le choix de l'angle du corps de la femme que la photographie cadre juste au-dessus du pubis, lui paraît être emprunt au cinéma occidental. Donc, l'ensemble de ces signes pointe vers une sorte de célébration et questionnement de la femme fatale. Donc, pour revenir à ce contexte du nouveau féminisme, je voudrais rappeler brièvement que le féminisme chinois naît le 4 mai 1919 avec... pardon, je sautais... Je voudrais parler d'un autre exemple avant de passer à cela. Un autre type d'œuvre qui est plus récent et qui s'appelle également New Women et qui met en scène des starlettes prises dans le ravissement d'être photographiées sous toutes les coutures. Et souvent, c'est un film dont sont issues ces photos. Elles apparaissent souvent devant un écran de couleurs. Et l'artiste dit que cet écran de couleurs fait référence à la véritable nature de ces femmes, à la couleur de leur âme, à leurs secrets aussi. Et là encore, ces propos comme le film suggèrent une grande ambivalence entre la séductivité, la séduction féminine et l'interdit. On voit ici une photographie prise avec un coquillage qui peut être considéré comme un symbole vaginal. Et l'artiste a mis en scène dans son film la manière dont les jeunes femmes se laissent photographier par toute une batterie de caméramans. Donc le féminisme en Chine qui naît au cours du mouvement de modernisation de 1919 se développe dans les années 30 avec une promotion d'une femme plus forte, comme on le voit surtout sur l'image de droite, puisque la femme doit devenir aussi sportive pour lutter contre les modèles occidentaux. Et elle reste d'une certaine manière assez réservée malgré la transparence de sa robe. Les fleurs de péché derrière elle suggérant que la séduction passe. Et ce mouvement prend ensuite la forme d'une revendication pour les droits de la femme, souvent considérée un peu comme une tentative, une tentative qui tend à l'échec, jusqu'à ce que dans les années 90, le terme Nuxingjuyi, désignant vraiment le féminisme, inscrive pour la première fois les combats pour la libération féminine dans un
contexte déculpabilisant. Et ceci se produit notamment à partir de 1995 lors d'une grande conférence mondiale sur les femmes qui a lieu à Pékin. Et peut-être certains d'entre vous se souviendront que Hillary Clinton a présidé à cette conférence. Et cela conduit à l'émergence de départements d'études féministes et d'études de genre. Mais celui-ci s'accompagne d'une montée parallèle d'une sorte d'anxiété masculine sur la préservation de la virilité. Et en témoigne un roman paru en 2015 qui n'a pas été traduit en anglais et dont le sujet est un personnage, un chasseur de loups qui devient progressivement impuissant. Et le sujet du roman est la perte de virilité. Ce chasseur se masturbe pour préserver son propre équilibre yin-yang. Donc le sujet le questionnement de Yang Fudong apparaît également interroger cette perte de pouvoir masculin. Cela se traduit encore dans ce film de 2010 dont un personnage féminin insaisissable est le centre, la vedette. Les caméras tournent autour d'elle comme dans La Nuit américaine, dans un film de Truffaut. Mais le film est angoissant et je vous propose quelques minutes pour le regarder un court extrait, si je parviens. Ah, il n'y a pas le son. La musique est très angoissante, lancinante. Donc, dans ce film, les hommes sont malhabiles, ridicules. Vous allez voir, ils arrivent sur le plateau, ils font tomber leurs valises. D'autres sont entièrement fascinés par ce personnage féminin qui descend un escalier et qui se promène dans tout l'espace, à la fois pris par son rêve intérieur et d'une certaine manière consciente de la fascination qu'elle exerce. Donc, dommage, oui, il n'y a pas le son. Donc, voilà les personnages masculins dont je parlais. Donc, à l'issue de ce passage en revue, faut-il condamner Yang Fudong comme un réactionnaire qui, sous couvert de tradition littéraire, voudrait revenir à un ordre confucianiste strict? Ça pourrait être le cas, mais paradoxalement, Yang Fudong est également, je crois, mu par une recherche du principe féminin, ce yin qui est l'essence de la force holistique. Et je vais conclure là-dessus pour montrer des images dans lesquelles domine la couleur blanche et des paysages féminins qui partent sur l'eau, tout symbole du yin, ou qui partent dans la neige et qui sont inatteignables et qui semblent entraîner l'artiste vers cette moitié qui lui manque. Et dans une exposition où ont été montrées un certain nombre de ces images, un autre artiste, Xu Zhen, montrait cette photo d'un corps masculin qui semblait marqué par la menstruation. Et les deux artistes soulignent que cette recherche de conjugaison du féminin et du masculin est une recherche de beauté et de plénitude.
Donc, en conclusion, très rapidement, cet artiste Yang Pudong, dans cette recherche du féminin, comme dans cette recherche du contrôle du pouvoir féminin et de la femme fatale, s'inscrit dans une tradition chinoise, effectivement, dans une tradition à la fois confucianiste et taoïste, et qui rejoint une autre œuvre du XVIIIe siècle, qui est Le rêve du pavillon rouge, dont le héros a été élevé parmi des jeunes filles et qui célèbre le féminin comme l'essence même de l'humanité. Mais le féminin, qui est l'essence de l'humanité, dans ce roman, c'est la jeune fille pure, c'est la jeune fille non mariée, alors que la femme mariée devient une source de menaces, parce qu'elles vont perturber l'ordre social, elles seront en proie à la jalousie et à l'envie. Et donc voilà comment cet artiste est certes inspiré par la tradition littéraire chinoise, mais peut-être pas dans le sens purement esthétique et qui a été suggéré par la critique. Voilà, merci. Donc, nous avons encore une communication qui doit être lue et qui concerne le Japon, mais on vous propose, si vous avez des questions, déjà de nous les adresser parce que le temps tourne. Alors, allô, c'est bon. Alors, pour commencer, merci pour vos interventions qui étaient toutes les trois fascinantes. J'avais une question pour Madame Laureard concernant tout ce corpus d'œuvres d'illustration représentant une femme fatale, dangereuse. Ma question concerne justement celle qui représente cette femme avec un aspect presque macabre, avec ses visages squelettiques. Est-ce que ce sont des images que l'on rapproche d'une crainte, d'une peur des maladies vénériennes, qui justement est quelque chose d'assez présent dans l'art occidental du 19e siècle, qui représente la femme fatale en tant que squelette, en fait? Ou justement c'est une problématique qui est totalement absente? Pardon. Les maladies vénériennes, c'est une bonne question en fait. C'est possible, mais je n'ai pas pensé à cette interprétation-là. En tout cas, dans les images de cette époque, ce qui frappe, c'est qu'on voit des gens avec masque. Ça, j'ai bien repéré dans les caricatures, dans les dessins de presse là, des années 20 et 30. Il y avait donc déjà une peur du virus ou de la maladie. C'est possible, hein. Je ne sais pas en fait, je ne l'ai pas lu comme ça, mais je réfléchirai à cet aspect, c'est intéressant. Merci beaucoup. Oui, éventuellement dans le même prolongement de cette thématique, ces femmes dangereuses, est-ce qu'elles ont elles sont représentées en tant que figure, j'ai l'impression, orientale, mais est-ce qu'elles ont un rapprochement avec l'univers occidental qui parle justement d'une forme de corruption morale et sociale par l'Occident, à travers ces figures-là? Par l'Occident, je ne sais pas si c'est très net à cette époque-là. Ça l'est devenu maintenant, oui, c'est ce qui se dit en Chine, mais non, dans les années 20-30, ce n'est pas si perceptible que ça. C'est une évolution en général de la société chinoise, mais je ne sais pas si on considère que l'Occident est à la source de cette corruption de la femme en quelque sorte, ou de cette évolution. Ce n'est pas si clair à mon avis. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je pense que ça va être un peu dans le suivi de cette question. En fait, justement, je voulais savoir pour la presse illustrée comme ça, à l'arrivée de Mao, historiquement, est-ce que ce genre d'œuvre a été censuré, dénoncé? Enfin voilà, qu'en est-il à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, déjà dès la guerre, hein, ce genre de presse, c'est fini en Chine, on n'en voit plus. C'est pour ça que je me concentre vraiment sur la période de l'entre-deux-guerres, parce qu'à partir de 1945 et à plus forte raison de 1949, c'était plus possible de voir des images de ce type.
Et d'ailleurs, ce qui frappe énormément, c'est que dans la critique en Chine, enfin, c'est ressorti, mais il n'y a pas longtemps. On ne s'intéressait pas du tout, en fait, à cette esthétique-là. Parce que c'était le symbole, justement, de l'influence de l'Occident qui était rejetée par la suite. Donc non, ce n'était pas possible, en fait. Et puis, c'était aussi une image de la ville et de la femme qu'on ne voulait plus avoir. Donc, ouais. Et justement, en fait, j'étais en train de réaliser, même avant Mao, évidemment, il y a eu toute l'occupation japonaise. Et justement, peut-être après, vous allez le reprendre avec ce qui va être dit sur le Japon, mais est-ce qu'il y a eu justement un parallèle entre ces deux pays? Est-ce que le Japon s'en est inspiré? Est-ce que ça a eu des répercussions quand les Japonais sont venus en Chine de voir ce genre de presse pour eux, leur propre presse? Ou est-ce que, justement, comment ils ont réagi face à cette presse? Alors à cette époque-là, et depuis le début du XXe siècle, c'est le Japon qui influence la Chine. C'est dans ce sens-là plus. Donc ça, c'est une presse qui s'inspire beaucoup de la presse japonaise de l'époque, qui ressemble énormément. Mais c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Merci. Bonjour, je voudrais juste savoir quel était le contenu des revues, en fait, le contenu des revues et qui les lisait, en fait, quel était le lectorat. Alors, ces revues que je vous ai montrées, en fait, ce sont des revues essentiellement de dessins de presse, de ce qu'on appelait les manhwa, donc les caricatures, mais en fait, le mot ne traduit pas bien, c'est plus large que ça, c'est le dessin de presse, en fait. Et donc, ces revues, c'était pour les classes aisées de Shanghai des années 30, très clairement, parce qu'on le sait, à la publicité, par exemple, qui visait les classes aisées. Voilà, donc c'était des revues qui transmettaient une vision de Shanghai et du monde, mais par le biais du dessin de presse. Mais il y avait aussi des photos, il y avait aussi quelques photos, il y avait aussi des articles sur le cinéma, sur l'art. Mais en gros, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Shanghai Sketch et Modern Sketch. En fait, en chinois, c'est Shanghai Manhua et Shidai Manhua. Donc, c'est bien ce mot manhua qui a un sens assez large, qui a donné les mangas d'ailleurs. C'est le même mot. Et vous savez que les mangas du Japon, à la base, ça n'est pas que les BD actuels, c'est aussi le dessin de presse, en fait. Donc, c'est le même mot d'ailleurs qui est venu du Japon en Chine, mais en anglais, on l'a traduit par sketch. Donc voilà, ce sont des revues avec des esquisses, si vous voulez, des sketches. Voilà. Donc, merci. On passe à la dernière communication qui est donc lue. Et l'auteur sera là pour des questions éventuelles. Par téléphone. Je crois qu'on n'aura pas le temps pour les questions, parce que je pense qu'il y a une autre présentation juste après. Donc, Matsui Fuyuko est une artiste née en 1974. Au début de ses études, elle remarque qu'au Japon, il n'y a presque pas de femmes peintres connues. Dès l'enfance, elle ambitionne de se rapprocher de maîtres occidentaux, tels Léonard de Vinci, mais subit d'autres influences puisqu'elle vit dans une grande maison traditionnelle entourée de peintures anciennes. Après un parcours atypique, suite à la stupeur suscitée par ses tableaux macabres, ainsi que par sa beauté, elle acquiert très vite un cercle de fans au Japon et en Chine et a des succès critiques. Elle peint en style Nihonga, peinture à la japonaise qui s'est développée à partir du 19e siècle, sur soie avec des pigments minéraux et dessine au crayon sur papier japonais, faisant preuve d'une maîtrise technique remarquable. C'est encore l'Italie et les collections de cire de corps disséqués des musées de Bologne qui ont eu le plus d'impact. Matsui a fusionné des dessins de dissection à partir de ces modèles avec les images de rouleaux peints bouddhiques du XIIIe siècle représentant les enfers et les 9 stades de la décomposition posthume. Au Japon, on représente les cadavres de ces scènes comme féminins. À ces images du devenir posthume des corps de femmes, Matsui ajoute celle des souffrances de l'âme. Les fantômes, essence de passion amoureuse inassouvies, sont le plus souvent eux aussi considérés comme féminins,
transposait par son pinceau des nuages de longs cheveux émergeant des brumes, ainsi que le contour esquissé d'une robe suaire, suffisent à les évoquer. Cette sinistre iconographie pré-moderne est subvertie par Matsui. Elle peint ou dessine des corps de femmes ouvertes, du sein au ventre, qui se lacèrent d'elles-mêmes, exhibant leurs... Non, je vois pas d'image. Leurs organes avec fierté. Lors d'entretiens ou d'écrits, ou même dans sa thèse de doctorat, elle explique longuement que ces corps meurtris mais souriants montrent plusieurs formes de douleur, notamment celles dont elle a souffert. Sa carrière commence avec une rébellion, mais avec le temps, cet aspect s'est un peu adouci par la marchandisation, un corrélat inévitable de sa célébrité. Et elle apparaît dans des revues de mode où ses tableaux sont vendus aussi comme carte postale. Elle a produit beaucoup, surtout des images moins explicites ou même carrément officielles. Et c'est par exemple elle qui a dessiné le sigle pour les Jeux olympiques nippons. Cette autre artiste, Aida Makoto, j'avoue que je ne connais pas bien la prononciation, de 10 ans, qui est de 10 ans l'aîné de l'artiste précédent, est reconnu aussi à l'étranger et il rejette les tendances mièvres du Nihonga. Avant d'entrer à l'université des arts de Tokyo, il souhaitait devenir dessinateur de manga alternatif, là où Matsui se réclame de l'influence de la Renaissance italienne ou de peintres classiques tels que Hasegawa Tohaku. Aida inclut volontiers dans ses tableaux des références au manga et à l'animation, se plaçant quelque part entre Warhol et les otaku. À l'origine, des groupes de fans asociaux qui se cantonnent à ces mondes fictifs. Il choisit une stratégie de la provocation, soit par des formes graphiques, dessins délibérément sales, typographie commerciale mal imitée, etc., soit en adoptant des sujets dérangeants. C'est avec cette deuxième tactique, par exemple, qu'il cible les emblèmes de l'extrême droite japonaise. De façon plus discutable, des images stéréotypées de jeunes filles subissant des sévices, mutilées ou en train de se suicider apparaissent comme l'élément central de très nombreuses œuvres. Dans la subculture masculine des otaku qu'il a influencé, les jeunes filles stéréotypées subissent aussi une déshumanisation sous la forme, par exemple, de poupées. Certains experts affirment que l'isolation des groupes otaku est maintenant terminée. Cependant, à l'évidence, ce phénomène n'est pas oublié ni limité à l'archipel, où par ailleurs il est plus accentué et nettement moins censuré. Parmi les œuvres qui auraient pu susciter des réactions de rejet, on peut mentionner en particulier une série de parodies de thèmes Nihonga. Il s'agit de 4 panneaux sur papier japonais peints en 1996 en mélange d'acrylique et de pigments minéraux traditionnels. Sur chacun figure une des 4 saisons, ainsi que des motifs classiques. Un autre exemple, c'est Juicer Mixer, qui nous montre en gros plan le bol en verre d'un mixeur rempli de minuscules, l'auteur le cite, jeune fille, c'est lui qui le dit, jeune fille nue de type asiatique, broyée vers le bas de l'appareil jusqu'à devenir un jus rouge. Il présente ce tableau peint à l'acrylique comme complément après coup d'un autre plus ambitieux, mais tout aussi macabre, disons, dont je n'ai pas la photo. Dans un entretien accordé à cette occasion, il s'exprime avec une certaine franchise à propos de cette peinture, à la question féministe. Pourquoi broyer des femmes? Et il répond sans ciller qu'un jus 100% féminin est plus beau. Je ne décide pas en mode politiquement correct, répond-il, mais en relation avec les réalités concrètes. Curieusement, on pourrait imaginer que cette image soit inspirée inconsciemment par des peintures bouddhiques des enfers féminins,
qui sont souvent reproduites de nos jours et qui comprennent un lac de sang où baignent toutes les femmes coupables, qui sont coupables justement d'épanchements de sang entre guillemets impurs, hein, et ces épanchements sont assimilés à une coagulation de sentiments négatifs. Enfin, l'exemple, on va passer à la dernière peinture de cet artiste, donc vous voyez Harakiri Schoolgirls. C'est celui de ces suicides groupés, hein, représentés ici d'écolières. Un fantasme qu'on retrouve constamment dans films ou mangas du Japon. Bon, nous allons peut-être nous arrêter ici. Donc, je vais lire juste les quelques lignes de conclusion. Les contextes dans lesquels Eros et Thanatos sont évoqués sur ces peintures semblent avoir assez peu en commun. Un élément les unit, toutes ces jeunes femmes au bord de la mort ou l'ayant à peine outrepassée sourient et aucune n'exprime l'effroi ou la souffrance. Cet effet de réalité serait-il trop intense pour eux, gâchant l'équilibre précaire entre deux forces? Bien, on va s'arrêter là. Désolée parce que la séance suivante doit commencer, on libère la salle. On vous invite à retrouver nos communications dans la revue qui sera publiée en ligne en janvier prochain.